je vis dans cette maison depuis près de 25 ans maintenant, un pavillon aux briques rouges patinées par les saisons, avec un petit jardin derrière où les rosiers qu'Élise avait plantés le jour de l'emménagement continuaient de s'accrocher, malgré les hivers rigoureux et les étés caniculaires. Chaque matin, le même rituel immuable se déroulait. Le chant des oiseaux, toujours un peu plus bruyant avec le lever du soleil, perçait le silence cotonneux de l'aube, bien avant que mon réveil ne se mette à grésiller doucement à 6 heures précises. La première odeur qui me parvenait était celle du café qu'Élise, souvent déjà debout, avait lancé. Un arôme robuste et réconfortant qui était devenu, au fil des ans, la bande-son olfactive de nos matins. N'est-ce pas étrange, de voir comment des choses aussi simples que l'odeur du café peuvent devenir les encres invisibles de nos vies, les rappels silencieux que tout est en ordre, que le monde tourne comme il se doit. Je me levais, je m'étirais, mon corps de 47 ans râlait un peu mais restait fidèle à l'appel du devoir quotidien. Une douche rapide, un rasage méticuleux, et je descendais pour trouver Élise déjà assise à la table de la cuisine, son journal ouvert et une tasse fumante entre les mains fines qu'elle portait toujours avec une certaine élégance, même au saut du lit. Élise. 20 ans de mariage. 20 ans à partager ce quotidien, ces petits riens qui, mis bout à bout, tissent la tapisserie d'une vie commune. Elle avait 45 ans, un rire franc qui me donnait des frissons dans le dos quand nous nous étions rencontrés, un rire qui, avec le temps, s'était mué en un doux murmure de familiarité, une mélodie apaisante. Ses cheveux châtains, toujours impeccablement coiffés, encadraient un visage que je connaissais par cœur, chaque ride d'expression, chaque nuance de sa peau. Nous nous étions rencontrés à l'université, dans une de ces soirées étudiantes où l'on jure des amitiés éternelles et des amours fulgurantes. La mienne fut des deux. Un coup de foudre, oui, je peux le dire sans honte. Ses yeux pétillants, sa vivacité d'esprit, cette manière qu'elle avait de transformer chaque banalité en une aventure. Pendant des années, elle avait été mon étoile polaire, mon point de repère, la personne vers qui je me tournais pour chaque décision, chaque joie, chaque peine. Nous avons grandi ensemble, construit une vie à deux, puis à trois avec la naissance de Chloé, notre fille, qui est aujourd'hui une jeune femme de 18 ans. Chloé. Notre fierté, notre petit rayon de soleil. Elle était notre projet commun, le fruit tangible de notre amour. Aujourd'hui étudiante en première année de droit, elle avait quitté le nid familial quelques mois plus tôt pour une résidence universitaire en ville, laissant derrière elle un vide étrange, un silence nouveau dans nos soirées. Ce n'était pas un vide douloureux, plutôt un espace où l'écho de ses rires et de ses questions d'enfant continuait de résonner, nous rappelant à quel point notre vie avait été pleine, vibrante. Nous nous appelions tous les jours, ou presque. Ces appels, courts mais réguliers, étaient les nouveaux piliers de notre routine, des ponts lancés à travers la distance, des assurances que malgré les changements, certains liens restaient indéfectibles. Mon travail. Je travaillais comme responsable logistique pour une entreprise de distribution locale. Un emploi stable, sans grande fantaisie, mais qui me permettait de subvenir aux besoins de ma famille, de payer les traites de la maison, de nous offrir quelques vacances chaque année. C'était une routine, certes, mais une routine choisie, construite avec amour, un socle solide sur lequel nous pensions pouvoir bâtir le reste de nos vies. Les journées étaient longues, souvent passées à jongler avec des imprévus, des retards de livraison, des problèmes de personnel. Mais chaque soir, en rentrant, je savais que je retrouverais Élise, notre maison, ce havre de paix où les soucis du monde extérieur semblaient s'estomper à la porte d'entrée. N'est-ce pas ce que nous recherchons tous, au fond? Ce sentiment de sécurité, cette certitude que quelqu'un nous attend, que nous avons notre place dans ce vaste échiquier de l'existence? Je le croyais. Du fond de mon cœur, je le croyais. Nos soirées, après le travail, étaient simples. Un dîner préparé ensemble, ou par Élise quand j'arrivais trop tard et trop fatigué pour faire autre chose que m'affaler sur le canapé. Les nouvelles à la télévision, un livre, parfois un film. Les conversations tournaient autour de la journée de chacun, des potins du bureau, des nouvelles de Chloé. Rien d'extraordinaire, rien d'épique. C'était la vie, dans sa version la plus douce, la plus prévisible. Et j'aimais cette prévisibilité. Elle était le gage d'une certaine forme de bonheur, silencieux, mais profond. Les non-dits, ces silences qui s'installent au fil des ans entre deux êtres, n'étaient pas pour moi des gouffres menaçants, mais plutôt des espaces de compréhension tacite. Nous n'avions pas besoin de tout dire pour tout comprendre. Un regard, un soupir, un geste, et le message était clair. C'était la beauté d'une relation mûre, pensais-je.
La sagesse d'un amour qui avait dépassé les turbulences des débuts pour s'installer dans un port calme et sûr. Le week-end, nous faisions les courses ensemble, déjeunions chez mes parents ou les siens, nous occupions du jardin. Parfois, nous rendions visite à des amis, ces mêmes amis qui faisaient partie de notre cercle social depuis des années. Des couples comme nous, avec des enfants qui avaient grandi ensemble, des souvenirs partagés, des histoires qui commençaient toujours par « tu te souviens quand ». Ce sont ces liens qui, je l'imaginais, formaient les maillons d'une chaîne solide, une communauté où chacun se sentait à sa place, soutenu, compris. Le poids de la réalité sociale, celle qui pèse silencieusement sur nos épaules à tous, n'était jamais loin. La peur du lendemain, la précarité de l'emploi qui, malgré ma situation stable, pouvait toujours vaciller. Les prix qui montaient sans cesse, la difficulté de joindre les deux bouts, même avec 2 salaires. Élise, elle, était professeure des écoles. Un métier passion, mais épuisant, mal payé pour le dévouement qu'il exigeait. Nous n'étions pas riches, loin de là. Notre confort était le fruit de nos efforts conjoints, de nos sacrifices, de cette discipline silencieuse qui guide la plupart des familles de la classe moyenne. Nous avions appris à ne pas gaspiller, à faire attention à chaque euro, à planifier l'avenir avec une prudence presque excessive. C'est dans ce terreau, fait de petites victoires et de compromis nécessaires, que notre amour avait continué de fleurir, je le croyais. Nous étions une équipe, face au monde, face aux incertitudes, main dans la main. Quelque chose d'invisible, d'indéfinissable, avait pourtant commencé à changer, une imperceptible fissure dans la céramique de notre quotidien, si fine que l'œil ne pouvait la détecter qu'après coup. Avec le recul, les signes étaient là, ténus, comme les premiers frissons d'un hiver lointain. Élise, par exemple, avait commencé à passer plus de temps sur son téléphone le soir, parfois tard, après que je me sois endormi, ou du moins l'avais-je cru. Je me réveillais parfois dans la nuit, et la lumière bleue de l'écran éclairait son visage dans l'obscurité. Quand je lui demandais à qui elle parlait, elle répondait toujours « juste une collègue, pour l'école » ou « Chloé, elle avait une question pour ses cours ». Et je la croyais. Pourquoi n'aurais-je pas cru la femme qui partageait mon lit depuis 2 décennies? Que aurais-tu fait à ma place? Aurais-tu interrogé, douté, cherché plus loin? Ou aurais-tu, comme moi, laissé la confiance endormir ta vigilance, te persuader que la transparence était une donnée acquise dans notre équation conjugale? Elle avait aussi développé un nouveau passe-temps, la course à pied. Elle se levait de plus en plus tôt, certains matins, pour aller courir. Au début, j'avais trouvé ça admirable, même si je n'avais jamais été un grand sportif. C'est bon pour la ligne, et pour l'esprit, me disait-elle avec son sourire habituel. Parfois, elle rentrait plus tard que prévu, le visage rougi par l'effort, mais aussi par une sorte de lueur nouvelle que je prenais pour l'énergie revitalisante du sport. J'ai fait un détour, j'avais besoin de prendre l'air, expliquait-elle, et là encore, mes sens ne s'éveillaient pas. N'est-il pas fou, le voile que l'amour et l'habitude peuvent tisser sur nos yeux, nous empêchant de voir les déchirures naissantes dans le tissu le plus précieux de notre vie? Ces derniers mois, Élise avait également ravivé d'anciennes amitiés, de celles qu'on laisse un peu de côté quand la vie de famille prend le dessus. Des sorties entre filles, des déjeuners, des verres après le travail. Je trouvais cela sain, même si cela bousculait un peu notre routine. Tu ne vas pas me reprocher de vouloir retrouver un peu de ma liberté d'avant, si, avait-elle lancé un soir, avec un léger agacement dans la voix, quand j'avais timidement exprimé que je la voyais moins. Je m'étais excusé aussitôt, me sentant coupable d'avoir même formulé une telle pensée. Je voulais qu'elle soit heureuse, épanouie. Son bonheur était le mien, j'en étais convaincu. Et puis, il y avait eu cette fête. Une de ces soirées annuelles chez Marc et Sophie, nos amis de toujours, le genre de personnes avec qui on n'a pas besoin de faire d'efforts, où l'on se sent à l'aise, en confiance. Marc est un ancien collègue de fac, un bon vivant, toujours prêt à organiser quelque chose, à rassembler les troupes. Leur maison, à peine plus grande que la nôtre, était toujours pleine de rires, d'odeurs de bonne cuisine, de musique pas trop forte mais entraînante. Ce soir-là, c'était l'anniversaire de Sophie. 45 ans, un cap, qu'elle voulait fêter dignement avec tous ceux qui comptaient. C'était une tradition, ces rendez-vous immuables qui ponctuaient notre année, comme des phares dans la routine. Nous étions arrivés un peu après 20 heures, avec une bouteille de bon vin et le sourire aux lèvres. Le salon était déjà animé, une dizaine de personnes que nous connaissions bien. Des visages familiers, des conversations qui se chevauchaient, des éclats de rire. Élise avait enfilé une nouvelle robe, une robe noire fluide qui mettait en valeur sa silhouette.
Elle avait cette étincelle dans les yeux, cette vivacité qui, je l'avoue, me faisait toujours un peu d'effet. Mon cœur de Marie, endormi dans la quiétude des habitudes, se réveillait parfois, se rappelant pourquoi j'étais tombé amoureux d'elle. Elle s'était fondue dans le groupe, allant saluer les uns et les autres avec son aisance habituelle, pendant que je me dirigeais vers le bar improvisé pour nous servir un verre. La soirée avançait, portée par les verres de vin qui se vidaient, les plateaux de petits fours qui circulaient et les discussions animées. Nous parlions de tout et de rien, des enfants, des vacances passées et à venir, des difficultés à trouver un bon plombier, de la dernière série à la mode. C'était léger, insouciant. Un moment de répit dans le tourbillon de la vie. Élise était particulièrement gaie ce soir-là. Elle riait fort, plaisantait avec Marc, un peu trop, pensais-je distraitement, mais sans y prêter plus attention que ça. Elle avait toujours eu cette énergie contagieuse, cette capacité à entraîner les gens dans sa bonne humeur. J'étais content de la voir ainsi, libérée du stress de l'école, rayonnante. Vers minuit, quand les bouteilles étaient presque vidées et que l'ambiance commençait à devenir un peu plus débridée, c'est Marc, avec son éternel penchant pour les jeux de société, qui a eu l'idée. Et si on faisait un petit vérité ou conséquence, a-t-il lancé, un sourire malicieux aux lèvres. Quelques-uns ont ricané, d'autres ont levé les yeux au ciel, mais l'idée a pris. Les plus jeunes, une dizaine d'années de moins que nous, ont été les premiers à s'y mettre, les questions tournant autour de secrets d'enfance ou de situations embarrassantes. Puis les plus âgés se sont laissés prendre au jeu, avec une certaine réticence au début, mais la boisson aidant, les inhibitions sont tombées. Le cercle s'était formé au centre du salon, des coussins empilés pour s'asseoir, les rires fusaient à chaque réponse osée ou à chaque gage ridicule. C'était un moment de pure légèreté, un exutoire. Je me suis pris au jeu moi aussi, répondant à une question sur ma pire gaffe au travail avec une anecdote un peu honteuse, ce qui a provoqué un fou rire général. Puis ce fut le tour d'Élise. Elle avait choisi le vérité, avec ce gloussement caractéristique qui lui venait quand elle avait bu un peu trop et qu'elle se sentait particulièrement espiègle. Ses joues étaient rosées, ses yeux brillants, un peu perdus dans le flou de l'alcool. Elle avait l'air d'une adolescente, insouciante, libre. Mon tour de poser la question. Mon esprit, embué par quelques verres de vin blanc, cherchait une question à la fois amusante et piquante, mais sans être blessante. Après tout, c'était ma femme, ma Élise. Je voulais la voir sourire, la voir se confier un petit secret inoffensif, quelque chose qui ajouterait une touche de piment à la soirée, rien de plus. Je l'ai regardée, assise en face de moi, les genoux remontés sous le menton, son visage éclairé par la lumière tamisée des lampes. Son rire s'était un peu apaisé, elle m'observait, son regard lointain. J'ai senti une pointe de tendresse, cette tendresse qui survit à toutes les épreuves, à toutes les routines. Alors Élise, ai-je commencé, ma voix un peu plus forte que d'habitude pour percer le brouhaha des conversations alentour. Puisque tu as choisi la vérité, quel est ton fantasme le plus sombre? La question, je l'avais imaginée comme un clin d'œil, une taquinerie. Je m'attendais à une réponse amusante, peut-être quelque chose sur Brad Pitt, ou sur une situation cocasse qu'elle n'avait jamais osé m'avouer. Quelque chose de léger, d'impertinent, mais d'inoffensif, le genre de secret que l'on partage avec un rire complice après 20 ans de vie commune. Je voulais la voir rougir un peu, puis éclater de rire, me traitant de fou. Je ne pouvais pas savoir, à cet instant précis, que le sol s'apprêtait à se dérober sous mes pieds. Je ne pouvais pas imaginer que cette question, posée avec tant d'innocence et d'amour, allait être le coup de marteau qui ferait voler en éclats le miroir de notre vie, révélant une image que je ne supporterais jamais de regarder. Mon ignorance était une bulle fragile, et le souffle d'Élise, prêt à s'échapper, allait la faire éclater en 1000 morceaux, me laissant nu face à une réalité insoutenable. La pièce était un tourbillon joyeux, une symphonie de rires, de cliquetis de verres et de bribes de conversation qui s'entremêlaient, créant cette atmosphère chaleureuse et insouciante que j'avais tant appréciée au fil des ans chez Marc et Sophie. Nous étions là, un groupe d'amis, nos visages rougis par le vin et la bonne humeur, bercés par l'illusion d'une normalité éternelle. Le jeu de la vérité, avec son innocence feinte, avait pris le relais des discussions plus sérieuses, et chaque question, chaque aveu, semblait renforcer les liens, ripolliner les vernis. Je me souviens d'avoir vu Élise rire, un rire un peu trop aigu, un peu trop libre, qui résonnait déjà étrangement à mes oreilles sans que je sache pourquoi. Ses joues étaient cramoisies, ses yeux brillants d'un éclat que j'avais mis sur le compte de l'alcool et de la légèreté du moment. Elle avait choisi, vérité, comme elle le faisait si souvent, aimant le frisson de l'honnêteté forcée, la transgression douce des secrets banals. Mon tour est arrivé,
et avec une désinvolture que je regretterais amèrement, je lui ai posé la question, celle que j'avais entendue 1000 fois dans des films, des soirées, des jeux innocents, quel est ton fantasme le plus sombre, mon amour? Je m'attendais à un cliché, une plaisanterie, une réponse évasive et complice qui aurait fait rire l'assemblée et nous aurait ramenés à notre zone de confort. Peut-être un prince charmant, une nuit étoilée dans une villa italienne, ou même une aventure rocambolesque avec une rockstar improbable. Quelque chose d'inoffensif, quelque chose qui nous aurait permis de rire ensemble, de souligner notre complicité. Mais Élise, elle, n'a pas ri. Ces gloussements, qui avaient précédé ma question, se sont éteints en une sorte de hoquet étouffé. Son regard a vacillé, rencontrant le mien un instant, puis s'est posé sur le fond de son verre, comme si la réponse s'y trouvait, tapie dans les dernières gouttes de vin rouge. Un silence pesant s'est installé autour d'elle, un silence que je n'ai perçu que d'une partie de mon esprit, l'autre étant encore englué dans l'attente d'une blague. Le reste du groupe a gardé un silence respectueux, attendant, curieux, mais toujours dans l'ambiance bon enfant du jeu. Puis elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu une lueur différente, une sorte de défi mêlé à une peur fugace. Son visage était toujours rouge, mais ce n'était plus le rouge de l'amusement, c'était le rouge de la gêne, ou peut-être de la honte. « Oh, je ne peux pas dire, allez, ne sois pas timide », a-t-elle murmuré, son intonation hésitante, sa voix soudainement plus rauque. Il y avait une tension palpable dans ses épaules, une rigidité que je n'avais jamais remarquée auparavant. L'alcool, pensais-je, c'est l'alcool qui la rend pudique, ou peut-être qu'elle a vraiment un fantasme un peu trop osé pour l'audience. Mes amis ont rigolé, la poussant gentiment à se confier. « Allez Élise, c'est le jeu », a lancé Marc, un sourire complice sur les lèvres. Sophie a ajouté, « On a tout entendu ce soir, il n'y a pas de honte à avoir. » Des rires ont fusé, le fond sonore de notre petite bulle d'insouciance. Mais le rire m'est resté coincé dans la gorge. Je sentais quelque chose d'anormal, une dissonance dans l'air. Élise s'est penchée vers moi, son corps chancelant légèrement, l'odeur du vin chaud se mêlant à son parfum familier. Son souffle était lourd sur ma joue, et ses yeux, si proches, semblaient chercher une absolution, ou peut-être juste une voie de sortie. Elle a tendu la main, touchant mon bras avec une légèreté inattendue, comme si elle craignait de me brûler. Son visage s'est approché encore plus, et elle a chuchoté, d'une voix que seul moi pouvais entendre, un murmure si ténu qu'il était à peine audible au-dessus du brouhaha ambiant. Je voulais juste tester si la taille, tu sais, comptait vraiment. Le monde, mon monde, s'est effondré. Ce n'était pas une image, ce n'était pas une métaphore lointaine. C'était une sensation physique, brutale, comme si un gigantesque marteau invisible avait frappé le sol sous mes pieds, réduisant en miettes chaque certitude, chaque souvenir, chaque pierre de mon existence. La phrase, à peine formulée, a résonné dans mon crâne avec la violence d'une déflagration. Je n'ai pas entendu le reste de la soirée, les rires de nos amis, la musique douce qui flottait, le tintement des verres. Tout a été balayé par un silence assourdissant, un vide terrifiant qui s'est ouvert en moi. Mon corps a été transpercé d'une lame froide, pas seulement mon cœur, non, mais mon estomac, mes entrailles, mes poumons. Chaque fibre de mon être s'est tordue dans une contraction douloureuse, une nausée abyssale qui remontait du plus profond de mes entrailles. 20 ans. 20 ans de confiance, de rires partagés, de matins doux, de projets construits, de silences complices. 20 ans de ma vie qui se dissolvait en une fraction de seconde, emportés par ce murmure ivre et cruel. Comment est-ce possible? Comment les mots d'une femme ivre, la femme que j'aimais, pouvaient-ils avoir le pouvoir d'anéantir à ce point l'édifice de toute ma vie? J'ai regardé Élise, son visage flou, déformé par le choc et l'horreur. Ses yeux semblaient implorer, ou peut-être se moquer, je ne savais plus. Je ne distinguais plus rien, sinon le vide. Connais-tu ce sentiment, cette chute libre où le sol disparaît et où l'air lui-même te manque? C'était ça. C'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. La trahison n'était pas un concept lointain, une histoire qu'on lit dans les journaux ou qu'on voit à la télévision. C'était réel, palpable, un goût amer de fer et de cendre dans ma bouche. L'humiliation m'a envahi, une vague brûlante qui a lavé toute ma dignité, toute ma fierté. Être exposé ainsi, devant moi-même, devant l'image que j'avais de mon couple, c'était insupportable. Je n'ai pas prononcé un mot. Je n'aurais pas pu. Ma gorge était serrée, mes poumons refusaient de respirer. J'ai senti mes mains se transformer en blocs de glace, et une sueur froide perler sur mon front. J'ai repoussé Élise avec un mouvement instinctif, sans même y penser,
un simple geste pour briser le contact physique, pour m'éloigner de la source de cette douleur indicible. Ses yeux se sont élargis, et j'ai vu une lueur de compréhension, ou peut-être de regret, passer dans ses pupilles. Mais c'était trop tard. Il était déjà trop tard. Le mal était fait, l'irréparable prononcé. Je me suis levé, lentement, lourdement, comme si chaque membre était fait de plomb. Les regards de mes amis se sont tournés vers moi, leur sourire s'estompant, la légèreté de la soirée s'évanouissant. Ont-ils compris? Ont-ils entendu? Ou n'ont-ils vu qu'un homme soudainement blême, les yeux fixes, le corps raide? Je ne savais pas, et honnêtement, à cet instant précis, je m'en fichais éperdument. Chaque pas que je faisais pour m'éloigner de la table était une rupture, un fil qui se cassait. J'ai ramassé ma veste, mes clés, sans un mot, sans un regard en arrière. Élise m'a appelé, sa voix brisée, suppliante, mais son appel n'était qu'un écho lointain dans le tunnel de ma souffrance. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Sortir de cette maison familière, où j'avais passé tant de bons moments, était comme quitter un rêve qui virait au cauchemar. L'air frais de la nuit, qui aurait dû me revigorer, n'a fait qu'accentuer le froid glacial qui m'habitait. Les étoiles brillaient dans un ciel indifférent, leur beauté obscène face à la noirceur qui m'enveloppait. J'ai ouvert la portière de ma voiture, m'y suis glissé, et j'ai démarré le moteur. Le rugissement du moteur était le seul son réel dans le vide qui m'habitait. La route était un ruban noir et sans fin, défilant sous les phares. Je conduisais dans un brouillard de choc et de douleur, le volant serré entre mes mains engourdies. Chaque kilomètre me séparait un peu plus de la vie que j'avais connue, de la femme que je croyais connaître. Les images défilaient dans ma tête, des fragments de notre histoire, des sourires, des caresses, des promesses murmurées. Tout était désormais teinté de cette phrase, de ce murmure. Était-ce une blague macabre? Une expérimentation passée? Ou un fantasme si puissant qu'il avait déjà transcendé la simple pensée? La pensée que cette femme, ma femme, avait pu fantasmer sur une telle chose, sur un critère si vulgaire, si physique, alors que je m'étais toujours efforcé de la rendre heureuse, de l'aimer pour qui elle était, bien au-delà des apparences, me rongeait de l'intérieur. Le silence de la voiture était assourdissant, rompu seulement par le battement frénétique de mon cœur dans ma poitrine. Je revoyais son visage, son expression, ce mélange de gêne et de défi. Aurais-je dû la questionner davantage? Aurais-je dû rester et exiger des explications? Mais quelle explication aurait pu effacer le poids de ces mots? Quelle justification aurait pu réparer le gouffre qui venait de s'ouvrir? Je savais, au plus profond de moi, que quelque chose était irrémédiablement brisé. Une vitre craquée ne redevient jamais parfaitement lisse, et la confiance, une fois brisée de la sorte, laisse des cicatrices indélébiles. Connais-tu ce sentiment où l'on sait, avec une certitude absolue, que plus rien ne sera jamais comme avant? C'était cela qui m'étouffait. Mon mariage, la fondation même de mon existence depuis 20 ans, venait d'être dynamité. Je pensais au matin où nous nous réveillions côte à côte, au repas partagé, aux films regardés sur le canapé, aux vacances en famille avec Chloé. Tout cela était devenu une mascarade, une illusion. J'avais l'impression d'avoir vécu dans une pièce sombre, éclairée par une seule bougie, et qu'un projecteur brutal venait de s'allumer, révélant la poussière, les toiles d'araignée, les fissures dans les murs que je n'avais jamais vues. La voiture s'est arrêtée devant notre maison, notre havre, notre sanctuaire. Mais en la regardant, elle m'apparaissait désormais comme un mausolée. Les lumières étaient éteintes, reflétant le vide que je ressentais. La porte, habituellement accueillante, semblait menaçante. J'ai ouvert la serrure avec une main tremblante, le cliquetis résonnant étrangement dans le silence absolu de la maison. Il était tard, Chloé était à l'université, et Élise était encore à la fête, ou du moins, je l'espérais. Je suis entré, et j'ai allumé la lumière du salon. Le canapé où nous nous blottissions, la table basse où nous posions nos tasses de café, les photos de famille souriantes sur le manteau de la cheminée, tout cela était devenu des reliques d'une vie passée, d'un bonheur perdu. Chaque objet était une accusation silencieuse. Comment pouvais-je encore respirer le même air qu'elle, partager les mêmes murs, après ce qu'elle avait dit? La réponse est venue sans que je la cherche, une certitude froide et inébranlable, je ne pouvais pas. Je suis monté à l'étage, mais pas lourd sur les marches qui avaient résonné de tant de rires, de tant de baisers volés. La chambre était plongée dans l'obscurité. J'ai allumé la lumière, et le lit conjugal m'a semblé être un autel profané. Mon regard s'est posé sur la valise, celle que nous utilisions pour nos voyages,
pour nos évasions à deux. Je l'ai tirée du haut de l'armoire, son poids familier me rappelant des départs joyeux. Mais ce soir, elle était vide, un réceptacle prêt à accueillir les fragments de ma vie brisée. J'ai ouvert mon armoire, et j'ai commencé à plier mes affaires. Chaque chemise, chaque pull, chaque pantalon que je prenais était un rappel de notre vie ensemble, de ces petits gestes quotidiens, de ces conforts silencieux. Je pliais mes vêtements avec une minutie quasi obsessionnelle, comme si cette tâche mécanique pouvait me ramener un semblant de contrôle, de normalité. Mais les larmes, que j'avais retenues, ont commencé à couler, silencieuses et brûlantes, brouillant ma vision. C'était ça, la fin. La fin d'une histoire que j'avais crue éternelle, la fin d'un amour que j'avais pensé indestructible. Mes mains tremblaient en pliant son pull qu'elle avait laissé sur ma chaise, son odeur encore présente. Je l'ai jeté de côté, avec une répulsion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était plus Élise, ma femme aimée, c'était l'incarnation de la trahison, du mensonge. La solitude m'a frappé de plein fouet, une solitude déchirante, d'autant plus intense qu'elle succédait à 20 ans de vie à deux. C'est dans cette solitude que j'ai compris l'ampleur du désastre. Ce n'était pas qu'une dispute, ce n'était pas un malentendu. C'était une rupture fondamentale, une cassure irréparable. Le bruit de la fermeture éclair de ma valise a résonné dans le silence de la chambre comme un coup de fusil, mettant un terme brutal à notre union. Mon cœur, lui, gisait en 1000 morceaux sur le sol, écrasé par le poids d'une vérité que je n'aurais jamais dû entendre. La semaine qui a suivi l'écroulement, ou plutôt l'implosion, de ce que je croyais être ma vie, s'est étirée comme une ombre immense, glaciale et implacable. Chaque jour était une éternité faite de fragments brisés, une sorte de purgatoire éveillé où le temps semblait à la fois immobile et en fuite, m'échappant comme du sable entre les doigts tout en me clouant sur place. As-tu déjà vécu cette sensation où les secondes sont des heures, où chaque tic-tac de l'horloge résonne comme un coup de marteau sur l'enclume de ton âme, mais où, paradoxalement, tu ne sais plus quel jour tu es, quelle heure il est? C'est comme si le fil du temps, cette ligne invisible qui nous guide à travers l'existence, avait été brusquement sectionné, me laissant flotter dans un vide cotonneux, sans repère. Mon retour à la maison cette nuit-là, après l'aveu d'Élise, avait été une traversée d'un désert mental. La voiture, mon fidèle compagnon de tant de trajets quotidiens, des voyages en famille, des escapades le week-end, était devenue une capsule solitaire, isolée du monde, ses phares découpant des lambeaux de réalité que mon esprit refusait d'enregistrer. La route familière, les arbres connus, les maisons des voisins endormis, tout semblait faux, une scène de théâtre figée, absurde. Je me souviens d'avoir garé la voiture, d'avoir coupé le moteur, et d'avoir écouté le silence, ce silence assourdissant qui s'était installé en moi et autour de moi. Il était si épais qu'il en devenait presque physique, une étoffe lourde qui m'enveloppait, étouffant tout son, toute pensée, toute émotion, du moins en surface. Entrer dans la maison fut encore pire. Chaque objet, chaque recoin, chaque odeur familière qui autrefois m'apportait un confort immédiat, une sensation d'appartenance, s'était transformé en piège, en vestige douloureux. Le manteau d'Élise accroché au porte-manteau, ses chaussures posées près de la porte, une tasse de thé à moitié vide sur la table basse, tout criait sa présence, son absence. C'était comme si la maison elle-même était devenue un musée de notre bonheur perdu, chaque exposition, une vitrine scellée sur un passé irréel. J'ai erré dans les pièces, une ombre parmi les ombres, mon cœur battant la chamade, puis s'apaisant dans une léthargie étrange. Je n'avais pas besoin de lumière, la noirceur intérieure éclairait ma voix, ou du moins, la rendait visible. Le geste mécanique de faire ma valise, que j'avais décrit, était le seul acte concret que mes mains, mes bras, mon corps, semblaient capables d'accomplir. Le reste n'était qu'une masse molle et confuse de sensations et de non-sens. Les premiers jours qui suivirent mon départ, mon installation provisoire dans cet appartement de location que j'avais trouvé à la hâte, par l'intermédiaire d'un collègue qui avait un ami, furent un flou abyssal. Un brouillard gris et épais avait envahi mon esprit, rendant les contours de la réalité incertains, flous. La fin n'existait plus, le sommeil était un luxe inatteignable. Mes nuits étaient peuplées de cauchemars éveillés, de flashs répétés de la fête, du sourire ivre d'Élise, de ses lèvres murmurant ces mots ignobles qui avaient transpercé ma carapace, brûlé ma chair. Je voyais encore la scène, le bruit des rires autour de nous, l'insouciance des amis, tout cela contrastant de manière obscène avec le gouffre qui s'ouvrait sous mes pieds. Mon corps, lui, réagissait à sa propre manière, en un langage muet de souffrance. Des maux de tête constants martelaient mes tempes, comme si un batteur faux avait élu domicile dans mon crâne. Mon estomac, lui,
se tordait dans des spasmes douloureux, un nœud permanent de nausée qui m'empêchait d'ingérer quoi que ce soit de solide. Le café, noir et amer, était devenu mon seul compagnon, ma seule tentative de me raccrocher à une forme de routine, à une substance qui, je l'espérais, pourrait percer cette brume. Mais même le café semblait n'avoir aucun effet, si ce n'est de me maintenir dans un état d'éveil épuisant, les yeux secs, le regard vide. Je me suis forcé à aller travailler. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'était une prouesse de dissimulation, un numéro d'acteur que je n'aurais jamais cru capable de jouer. J'enfilais mes vêtements comme une armure, me forçais à me raser, à me doucher, à essayer de masquer les cernes profonds qui creusaient des cratères sous mes yeux. Mais à l'intérieur, j'étais un champ de ruines. Chaque interaction avec un collègue était une torture, un défi. J'avais l'impression que tout le monde pouvait lire ma douleur, ma honte, écrite en lettres de feu sur mon front. J'évitais les regards, les conversations, me réfugiant derrière l'écran de mon ordinateur, simulant une concentration que je n'avais plus. Les chiffres, les plannings, la logistique, tout ce qui faisait mon quotidien professionnel, se mélangeait en une soupe informe, vide de sens. J'étais là physiquement, mais mon esprit, mon cœur, tout mon être, était ailleurs, perdu dans les décombres de mon passé. La trahison, vois-tu, ce n'est pas seulement un événement, c'est une force corrosive. Elle ronge chaque parcelle de certitude, chaque fondation sur laquelle tu as bâti ta vie. C'est comme si on t'avait arraché la peau, te laissant à vif, exposé à tous les vents, à toutes les intempéries émotionnelles. Le poids de cette trahison était palpable, une masse invisible mais écrasante qui pesait sur mes épaules, sur ma poitrine, m'empêchant de respirer profondément. Il y avait la colère, bien sûr, une colère sourde, froide, qui couvait sous la surface, menaçant d'exploser à tout moment. Mais cette colère était étrangement stérile, incapable de trouver une cible claire. Contre Élise? Contre moi-même, pour ma naïveté? Contre le destin? Je ne savais plus. Et puis, il y avait cette incompréhension abyssale. Comment? Comment Élise, ma femme, la mère de ma fille, celle avec qui j'avais partagé 2 décennies de ma vie, de nos vies, de nos corps, de nos âmes, pouvait-elle avoir de telles pensées, de tels désirs? Et surtout, comment avait-elle pu les articuler, les partager, même sous l'emprise de l'alcool, devant des amis, devant moi? Qu'est-ce que cela disait de notre mariage? Qu'est-ce que cela disait d'elle? Qu'est-ce que cela disait de moi, de l'homme que j'étais devenu, incapable de satisfaire des besoins que je n'avais même pas soupçonnés? Ces questions, comme des vautours, tournaient sans cesse dans le ciel vide de mon esprit, plongeant et remontant, déchirant ce qu'il restait de ma raison. J'essayais de reconstituer le puzzle, de trouver des indices dans le passé, des signes avant-coureurs que j'aurais pu, que j'aurais dû voir. Les longues descriptions que je t'ai données de notre vie quotidienne, de nos habitudes, des petites joies que nous partagions, des soucis ordinaires que nous affrontions ensemble, tout cela me revenait, mais sous un jour nouveau, teinté d'une ironie cruelle. Les petites décisions, les légers signaux d'alerte, les indices ignorés, tout ce que j'avais balayé d'un revers de main, prenait désormais une signification sinistre. Son intérêt soudain pour la course à pied tôt le matin, ses nouvelles amies qu'elle fréquentait, l'augmentation de son temps passé sur son téléphone, tout cela, je l'avais classé comme un renouveau bienvenu, une bouffée d'air frais dans notre routine. En réalité, c'était peut-être des fissures dans le mur, que j'avais polies et peintes, les prenant pour des décorations. Connais-tu cette douleur, où chaque souvenir heureux se transforme en une pointe acérée qui te transperce le cœur, car tu réalises qu'il était peut-être bâti sur du sable, sur un mensonge insidieux. La solitude, elle, n'était pas seulement l'absence d'Élise. C'était une solitude plus profonde, plus existentielle. C'était le sentiment d'être seul face à l'étendue de cette trahison, sans personne à qui parler, à qui me confier. Mes amis communs avec Élise étaient désormais inaccessibles, du moins c'est ce que je ressentais. Comment leur expliquer? Comment leur dire que la femme qu'ils connaissaient, celle qui riait à nos blagues, qui partageait nos repas, avait prononcé ces mots, avait porté de tels désirs? La honte m'étreignait, m'empêchant de chercher du réconfort. J'étais comme un vaisseau fantôme, dérivant sur une mer d'encre, sans voile, sans gouvernail, son équipage disparu, son chargement de rêves et d'espoir volatilisé. Chaque soir, dans le silence de ce nouvel appartement aux murs impersonnels, je tentais de reconstruire quelque chose. Une once de normalité, un vestige d'identité. J'ouvrais un livre, mais les mots dansaient devant mes yeux sans former de sens. J'essayais d'écouter de la musique, mais les mélodies, même les plus apaisantes,
ne faisait qu'amplifier le vacarme intérieur. Je me retrouvais souvent assis sur le canapé, le regard fixe dans le vide, mes pensées tourbillonnant sans fin, comme des feuilles mortes prises dans un tourbillon. Je voyais mon reflet dans la vitre de la fenêtre, le visage émacié, les yeux cernés, et je ne me reconnaissais plus. L'homme que j'avais été, l'homme confiant, le mari aimant, le père serein, avait été aspiré par un vortex, laissant derrière lui une coquille vide. Alors que cette semaine de vide assourdissant tirait à sa fin, alors que je commençais à m'habituer, non pas à cette nouvelle vie, mais à cette nouvelle non-vie, un événement est venu briser la torpeur. C'était un après-midi gris, le ciel pesait lourd sur la ville, reflétant parfaitement l'état de mon âme. J'étais assis à ma petite table de cuisine, une tasse de café tiède devant moi, tentant vainement de parcourir un journal, les nouvelles du monde me paraissant aussi lointaines et insignifiantes que les étoiles. Le silence était mon seul compagnon, cette présence constante et parfois étouffante. Et puis, le téléphone a vibré. Une sonnerie discrète, presque timide, qui a pourtant retenti comme un coup de tonnerre dans le calme précaire de l'appartement. Mon cœur a fait un bond, un réflexe animal de surprise et d'appréhension. Je ne recevais que peu d'appels ces derniers jours, et chacun d'eux était une anxiété latente. Mes doigts ont tremblé en saisissant l'appareil, mes yeux se sont posés sur l'écran, et là, le nom est apparu, éclairant d'une lueur crue la pénombre de ma solitude, Chloé. Chloé. Ma fille. La seule personne au monde que je sentais encore véritablement connectée à moi, le dernier maillon de la chaîne, la dernière branche à laquelle me raccrocher. Une vague complexe d'émotions m'a submergé. Le soulagement, d'abord, une bouffée d'air frais dans cette atmosphère viciée. La peur, ensuite. Pourquoi m'appelait-elle? Savait-elle? Que savait-elle? La culpabilité m'a aussi étreint, la culpabilité d'être parti si brusquement, de l'avoir laissée dans l'ignorance, de l'avoir peut-être exposée, elle aussi, à la douleur. J'ai hésité un instant, mon pouce planant au-dessus de l'écran, comme s'il craignait de déclencher une avalanche en répondant. Puis, j'ai glissé pour accepter l'appel, ma gorge nouée. Allô, ai-je dit, et ma voix, à ma propre surprise, était un filet d'air, un murmure éteint, à peine reconnaissable. Elle tremblait légèrement, trahissant l'épuisement qui m'habitait. Papa. Sa voix, de l'autre bout de la ligne, m'a frappé comme une onde de choc. Elle était différente. Pas la voix joyeuse et insouciante que j'avais l'habitude d'entendre quand elle m'appelait de l'université. Il y avait une tension palpable, une gravité, une fragilité cachée sous une couche de détermination. Un mélange de culpabilité et d'urgence transperçait les mots. Oui, Chloé, c'est moi, ai-je répondu, essayant de retrouver un semblant de normalité, de masquer le désordre intérieur. Ça va? Tout va bien à l'université? Une question futile, presque ridicule, dans les circonstances. Un court silence a suivi, un silence lourd, bien plus significatif que n'importe quel mot. J'ai entendu sa respiration à l'autre bout, un léger sifflement qui me disait qu'elle luttait, qu'elle cherchait ses mots. Puis, elle a parlé, et cette fois, il n'y avait plus aucune hésitation, aucune tentative de façade. Sa voix était basse, presque un chuchotement, mais d'une clarté déchirante. Papa, je dois te dire quelque chose. Ces mots, si simples en apparence, ont résonné en moi comme un glas funèbre. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai senti mon estomac se contracter violemment, une nouvelle vague de nausées me submergeant. Le peu de stabilité que j'avais réussi à construire pendant cette semaine de survie, ce fragile édifice de résilience forcée, s'est effondré en un instant. Mon esprit a commencé à s'emballer, des scénarios catastrophes défilant à une vitesse vertigineuse. Élise? Était-elle malade? Avait-elle eu un accident? Mon cerveau, dans son besoin désespéré de trouver une logique, une raison à cet appel si grave, s'accrochait à l'idée qu'il s'agissait d'un malheur extérieur, d'une fatalité, quelque chose qui n'était pas lié à astérisque son astérisque aveu, à astérisque sa astérisque trahison. Mais au fond de moi, une petite voix froide et cynique me disait que ce n'était pas ça. Ce n'était pas une mauvaise nouvelle astérisque sur astérisque Élise, c'était une mauvaise nouvelle astérisque à propos astérisque d'Élise. Qu'est-ce qui se passe, Chloé? Ai-je demandé, ma voix de nouveau un simple souffle, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. J'ai serré le téléphone si fort que mes phalanges ont blanchi, comme si l'appareil était un ancrage dans la tempête qui se levait. J'ai fermé les yeux un instant, sentant l'imminence d'une nouvelle chute, d'un nouveau gouffre qui s'ouvrait sous mes pieds. Quand tu penses avoir touché le fond,
Que se passe-t-il quand le sol s'effondre encore, révélant une abysse encore plus profonde? C'est ce que je ressentais à cet instant précis. Papa, je n'en peux plus de garder ça pour moi, a-t-elle poursuivi, sa voix brisée par l'émotion, les mots sortant dans un souffle haché. Je n'en peux plus de cacher ça. Cacher quoi? Le mot a résonné, s'amplifiant, se déformant dans mon esprit. Qui avait-il à cacher? Leurs secrets, les siens et ceux d'Élise. Avait-elle été complice? Combien de temps avait-elle su? Une nouvelle couche de douleur s'est ajoutée à l'édifice déjà chancelant de ma souffrance. La trahison de ma femme était une chose. Mais l'idée que ma propre fille ait pu être impliquée, ou du moins au courant, de quelque chose de si grave qu'elle se sentait coupable de le cacher, était un coup de poignard supplémentaire. L'image idyllique que j'avais de ma famille, de ce noyau dur d'amour et de confiance, s'effritait à une vitesse alarmante, chaque nouvelle révélation, chaque indice, transformant le passé en une illusion grotesque. « De quoi parles-tu, ma chérie » ai-je murmuré, à peine capable de former les mots. Mon corps tout entier était tendu, à l'écoute du moindre son, du moindre indice. J'étais assis à cette table, le visage blafard, le regard vide, mon âme s'apprêtant à recevoir un nouveau coup, peut-être le coup de grâce. L'air autour de moi semblait s'être épaissi, l'appartement, pourtant vide, était empli d'une présence oppressante. C'était le poids des non-dits, des vérités cachées qui s'apprêtaient à éclater au grand jour. La voix de Chloé, cette fois, était imprégnée d'une détermination douloureuse. C'est à propos de maman, papa. Ce que tu as entendu à la fête, ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses. Des choses que je sais depuis longtemps. Des choses que tu dois savoir. Des choses que je devais savoir. Des vérités cachées. Le choc initial de la confession d'Élise avait été comme une explosion soudaine. Cette fois, c'était comme une bombe à retardement qui explosait en ralenti, chaque seconde de la révélation de Chloé ajoutant une nouvelle charge explosive à ma détresse. Ce n'était pas seulement un moment, une erreur ivre, une fantaisie tordue. C'était un système, une toile de mensonges, une duplicité qui s'étirait, insidieuse, dans le temps. Le mur de certitude que j'avais mis 20 ans à construire n'était pas seulement fissuré, il s'effondrait pierre par pierre, révélant un paysage d'ombre et de tromperie que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon monde, déjà à l'agonie, s'apprêtait à connaître sa véritable fin. Le combiné s'était fait aussi lourd qu'une pierre tombale dans ma main. La voix de Chloé, au bout du fil, avait été un filet tremblant de culpabilité, un fil si fin qu'il menaçait de se rompre à tout instant, mais porteur d'un poids immense, celui de vérité longtemps enfouie sous le silence. Elle avait dit, « Papa, je dois te parler. » Pas au téléphone. Il y a des choses que tu dois savoir sur maman. Je n'en peux plus de garder ça pour moi. Les mots s'étaient bousculés dans sa gorge, et la mienne s'était serrée, froide, d'une peur ancestrale. Les battements de mon cœur, déjà malmenés par la confession d'Élise, s'étaient accélérés, tambourinant contre mes côtes comme un oiseau piégé dans une cage en feu. Qu'aurait-elle pu ajouter qui soit pire, après ce que j'avais déjà encaissé? Le fond n'était-il pas déjà atteint? J'avais convenu de la retrouver le lendemain, dans un café anonyme, loin de nos repères, loin des regards curieux. Chaque heure qui s'écoulait jusqu'à ce rendez-vous était une lame de rasoir, écorchant ma patience et mon âme. Le sommeil m'avait fui, remplacé par une veille oppressante, peuplée de fantômes de sourires passés, de promesses chuchotées, et de la voix d'Élise, distordue, avouant son désir de « tester ». Chaque recoin de la maison, ce sanctuaire que j'avais cru inviolable, se transformait en chambre d'écho de mes propres angoisses, de mes doutes, de ma nausée. Le café était devenu mon refuge temporaire, un lieu de pèlerinage pour les âmes brisées, avec ses odeurs de robusta brûlé et le cliquetis incessant des tasses qui tentaient d'atténuer le silence assourdissant de mes pensées. Lorsque Chloé était apparue, son visage était tiré, ses yeux cernés, le reflet miroir de ma propre détresse. Elle avait hésité un instant, son regard balayant la salle, puis s'était assise en face de moi, les mains jointes sur la table, ses doigts se tortillant nerveusement. Le silence qui avait suivi était plus lourd que n'importe quel cri. C'était le silence des mondes qui s'écroulent, le silence avant la sentence. Elle avait pris une grande inspiration, le souffle tremblant, et avait commencé. Chaque mot était une piqûre, puis une entaille, puis un coup de marteau dans la fragile façade que je m'étais construite. Papa, il y a quelqu'un. Son regard s'était ancré dans le mien, cherchant, je crois, la force de continuer, ou peut-être une absolution. Maman, elle voit quelqu'un depuis plus d'1 an.
Plus d'1 an. Le chiffre avait résonné, creusant un canyon dans ma mémoire, redéfinissant le temps, la réalité. Plus d'1 an. Et moi, j'avais continué de vivre, d'aimer, de partager mon lit, mes repas, ma vie, avec une étrangère. Une étrangère qui portait le masque de ma femme. L'air s'était raréfié dans mes poumons, chaque respiration devenant un effort douloureux. Chloé avait continué, une cascade de détails amers se déversant sur moi. Les rendez-vous prétendument professionnels d'Élise, ces réunions en soirée qui duraient trop longtemps, ces séminaires dits, essentiels, qui la gardaient loin de la maison pour un week-end. Les messages, ces bips discrets de son téléphone qu'elle consultait en cachette, le visage éclairé par l'écran, un sourire fugace aux lèvres, aussitôt effacé quand mon regard croisait le sien. Je me souvenais de ces instants, les avais-je balayés d'un revers de main, les avais-je attribués à la fatigue, au stress du travail, à cette période difficile que nous traversions tous, cette phrase passe-partout qui excuse toutes les anomalies? Mon estomac s'était noué. Chaque souvenir, chaque image de notre vie commune s'était retournée contre moi, comme un couteau rouillé. Elle avait même mentionné des voyages, de courts séjours, des alibis bricolés avec une étonnante facilité. Des amis imaginaires, des urgences familiales lointaines. Et moi, le naïf, l'aveugle, l'idiot, j'avais tout gobé, enveloppé dans la douce chaleur de ma confiance absolue. Que aurais-tu fait à ma place? Aurais-tu douté de l'architecte de ton bonheur? Aurais-tu déchiré les fondations de ta propre maison au moindre craquement, ou aurais-tu cherché à renforcer les murs? J'avais choisi de croire, de bâtir, et aujourd'hui, la maison s'effondrait en poussière autour de moi, chaque grain de sable un mensonge. La pire douleur n'était pas seulement la trahison d'Élise, mais le poids insoutenable du silence de Chloé. Pourquoi, Chloé? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ma voix s'était brisée, un fil ténu d'accusation et de désespoir. Elle avait baissé les yeux, ses larmes commençant à couler, silencieuses, sur ses joues. J'avais peur, papa. Peur de te faire souffrir. Peur de détruire la famille. Maman, elle me faisait promettre de ne rien dire. Elle me disait que ce n'était rien, que ça passerait, que c'était juste une période. Elle me disait que tu ne comprendrais pas, que tu étais trop rigide. Rigide. Le mot m'avait frappé de plein fouet. Rigide. Était-ce là l'image que j'offrais? Un homme incapable d'empathie, enfermé dans ses principes, aveugle au tourment de celle qu'il aimait? Le paysage de mon passé s'était transformé en un champ de ruines. Chaque moment de joie partagée, chaque rire, chaque promesse échangée était désormais teinté d'une noirceur insupportable. Nos dîners en famille, nos vacances d'été, même la naissance de Chloé elle-même, tout était souillé par ce mensonge qui avait grandi en silence, comme une tumeur maligne. C'était comme si un artiste avait repeint toutes mes toiles les plus précieuses avec une peinture invisible, ne révélant les horreurs cachées que sous une lumière particulière, celle de cette confession inattendue. Ma mémoire, autrefois un jardin luxuriant, était maintenant un désert aride, jonché de squelettes. J'étais confronté à une image de ma femme que je ne connaissais pas. Une femme capable de tromper, de manipuler, de mentir non seulement à son mari, mais aussi à sa propre fille, l'entraînant dans sa toile de duplicité. Et Chloé, ma fille, mon sang, mon héritière, avait gardé ce secret, scellé par la peur et une loyauté mal placée. Elle était à la fois victime et complice, et cette dualité me déchirait le cœur. Comment pardonner le silence de ma fille quand son silence m'avait privé de la vérité pendant si longtemps, me laissant errer dans un labyrinthe d'illusions? Les jours qui ont suivi ont été un maelstrom d'émotions contradictoires. La douleur lancinante de la trahison d'Élise s'est mêlée à la blessure, plus sourde mais tout aussi profonde, du silence de Chloé. Le deuil de ma vie passée avait commencé, pas la mort d'un être cher, mais la mort d'une réalité, d'une illusion. J'ai revu Élise, une seule fois, pour la confrontation finale. C'était dans notre maison, devenue étrangement froide et vide, malgré les meubles familiers. Ses yeux n'avaient pas rencontré les miens longtemps. Elle avait marmonné des excuses, des « je ne savais plus où j'en étais », des « je me sentais seul », des « tu étais trop occupé ». Des mots creux, des miettes jetées à un homme qui avait tout perdu. Que aurais-tu dit à ce moment-là? Comment répondre à des excuses si dérisoires face à l'ampleur du désastre? J'avais senti la colère monter en moi, une marée noire prête à tout engloutir, mais une lassitude immense l'avait emporté. J'étais trop fatigué pour crier, trop vidé pour me battre. Le combat avait déjà été mené, et j'avais perdu. La bataille avait été perdue en silence,
sans que je n'en connaisse même l'existence. J'avais simplement dit, tout est fini, Élise. Il n'y a plus rien à sauver. Ces larmes étaient venues ensuite, des larmes tardives qui ne pouvaient plus rien réparer, des larmes qui s'étaient senties aussi vides que ses excuses. Les conséquences immédiates furent un véritable naufrage. Sur le plan émotionnel, j'étais une épave. La confiance, ce pilier invisible qui soutient toutes les relations humaines, s'était brisé en 1000 morceaux. Comment croire à nouveau? Comment se fier à un sourire, à une promesse, quand l'être le plus proche de soi s'était avéré être un tel maître de la dissimulation? Mon identité elle-même était ébranlée. Qui étais-je, moi, l'homme trompé, l'homme qui n'avait rien vu, l'homme dont le bonheur n'était qu'un décor en carton-pâte? La honte me brûlait les joues, une honte qui n'était pas due à ma faute, mais à la brutalité de la révélation, à l'humiliation publique de la fête, puis à celle, plus intime, des détails sordides partagés par ma propre fille. Je me sentais nu, exposé, mes faiblesses étalées au grand jour. Les répercussions financières ne s'étaient pas fait attendre. 20 ans de vie commune, c'est 20 ans de biens accumulés, de projets partagés, de comptes joints. Le processus de divorce, ce charnier administratif, fut long et pénible. Chaque document à signer, chaque division de patrimoine était un rappel brutal de ce que j'avais perdu. La maison, notre maison, était devenue un objet de litige, un symbole de notre échec. J'avais travaillé toute ma vie pour assurer la stabilité, pour offrir une vie confortable à ma famille, et maintenant, une grande partie de ces efforts se dissolvait dans des frais d'avocat et des négociations acerbes. C'était comme un voleur qui aurait dérobé non pas mes économies, mais mon avenir, mes rêves de retraite paisible, mes projets de voyage. La sécurité financière, autrefois un roc, était devenue un sable mouvant. Sur le plan social, c'était une descente aux enfers. Notre cercle d'amis, ces couples avec qui nous partagions nos week-ends, nos vacances, s'étaient divisés en deux, puis s'étaient lentement érodés. Certains prenaient parti, d'autres s'éloignaient, mal à l'aise face à la tragédie qui s'était déroulée sous leurs yeux. Le silence gêné, les regards fuyants, les conversations qui s'interrompaient à mon approche. C'était une quarantaine invisible, une mise au ban tacite. Le couple idéal que nous avions formé aux yeux de tous n'était qu'une supercherie, et son effondrement salissait tout autour de lui. Je me sentais stigmatisé, non pas comme victime, mais comme un participant involontaire à un scandale, une sorte de virus social. Comment parler de la trahison sans se sentir misérable, sans se sentir jugé? Le regard des autres était un miroir grossissant de ma propre souffrance, et je n'avais qu'une envie, fuir, disparaître. Ma relation avec Chloé, bien qu'elle ait été la messagère de la vérité, était elle aussi profondément ébranlée. Le ressentiment pour son silence, pour ces années où elle avait été complice, même par peur, de la mascarade, était une épine constante dans mon cœur. Comment pouvais-je la regarder sans me souvenir de ces secrets qu'elle avait gardés, de cette loyauté qu'elle avait choisi de donner à sa mère au détriment de la vérité? Nous avons eu de longues conversations, douloureuses, où j'ai tenté de comprendre, et où elle a essayé de s'expliquer, de s'excuser. Mais une fissure était apparue, une brèche qui demandait du temps, une patience infinie pour commencer à se refermer. Le lien de confiance, ce fil d'or entre un père et sa fille, avait été effiloché par le poids de ses non-dits. La période post-tragédie fut un long désert. Mon appartement vide, où seuls résonnaient les échos de mes pensées, était devenu le miroir de mon âme. Chaque matin, le réveil était un recommencement douloureux, une plongée dans une solitude pesante. La routine, autrefois un havre de paix, était devenue un fardeau, une succession de gestes machinaux, dépourvus de sens. Je mangeais seul, je regardais des films sans les voir, je travaillais sans passion. Le silence était partout, assourdissant, brisé parfois par les hurlements intérieurs de ma douleur. J'ai essayé de me reconstruire, petit à petit. J'ai recommencé à courir, à sentir l'air frais sur mon visage, à écouter la musique, à lire des livres. Chaque pas était une victoire minuscule sur l'abattement, chaque sourire forcé, une tentative de réapprendre à vivre. J'ai passé des heures, des jours, des semaines, à ressasser, à analyser chaque détail, à rejouer les scènes, à chercher le moment précis où tout avait basculé, où j'aurais pu voir, où j'aurais dû comprendre. Était-ce cette conversation anodine il y a 2 ans? Ce changement de parfum d'Élise? Ce nouveau t-shirt de sport qu'elle portait pour ses prétendues courses matinales? L'esprit humain est une machine étrange, n'est-ce pas? Il rumine, il tourne en boucle, il cherche des réponses là où il n'y en a peut-être aucune,
sinon la simple et brutale vérité, la trahison est parfois le fruit d'une accumulation de petits riens, de petites concessions, de petits mensonges qui, assemblés, forment une montagne d'infidélité. Comment se relève-t-on d'une telle dévastation? Comment fait-on pour recoller les morceaux d'une vie qui a été délibérément mise en pièces? Je ne sais toujours pas. Je ne suis pas sûr qu'on se relève jamais complètement. On apprend à vivre avec les cicatrices, à naviguer dans le paysage dévasté. On apprend à faire la paix avec l'idée que les choses ne seront plus jamais comme avant. Que l'innocence est perdue pour toujours. Mes réflexions profondes m'ont mené à des questions existentielles. Qu'est-ce que l'amour, finalement? Une promesse? Une illusion? Une exigence? Et la confiance? Est-elle une force ou une vulnérabilité? J'avais cru que la confiance était le fondement de toute relation solide, mais elle s'était avérée être ma plus grande faiblesse, ma plus grande faille. Ma foi en l'humanité avait été ébranlée. Si la personne qui partageait mon lit, mon foyer, l'intimité de ma vie, pouvait être un tel caméléon, un tel déguisement, alors qui pouvais-je vraiment connaître? Qui pouvais-je vraiment croire? Ces questions sont des poids, des ancres qui tirent vers le fond, mais elles sont aussi des phares qui éclairent une nouvelle voie, une voie de prudence, de vigilance, de protection. J'ai compris que la vie n'est pas un conte de fées, qu'elle est faite de nuances de gris, de zones d'ombre, de complexité humaine. Que les choix, même les plus anodins en apparence, peuvent avoir des conséquences sismiques. La décision d'Élise de tester si la taille comptée n'était pas un acte isolé, mais le symptôme d'une faille plus profonde, d'un mal-être, d'une recherche de quelque chose qu'elle n'avait peut-être jamais trouvé ou qu'elle avait cessé de voir en moi. Et mes propres démons intérieurs, mes peurs, mes doutes, mon éventuelle rigidité, comme elle l'avait dit, avaient peut-être créé des fissures dans lesquelles son insatisfaction avait pu s'engouffrer. Je ne m'exonère pas de ma part de responsabilité dans l'échec du mariage, non pas pour la trahison, mais pour ce qui l'a précédé, pour ce que j'ai pu ignorer, ou mal interpréter. Mais même avec cette introspection, la trahison reste une entaille profonde. C'est un vol. Le vol du passé, du présent, et d'une partie de l'avenir. C'est la destruction d'un monde, une explosion intérieure dont les débris continuent de pleuvoir longtemps après l'impact initial. Le pardon, je ne sais pas s'il est possible un jour, ou s'il est nécessaire. Peut-être que la seule voie est l'acceptation de ce qui est arrivé, l'acceptation de la douleur, et la lente reconstruction, brique par brique, d'une nouvelle vie, sur de nouvelles fondations. Sans illusion, mais avec une nouvelle forme de sagesse. Cette histoire aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui. Il suffit d'un instant de faiblesse, d'une accumulation de non-dits, d'une étincelle de curiosité dangereuse, ou d'une soif inassouvie, pour que tout bascule. Il suffit d'un aveu ivre, d'un chuchotement dévastateur, pour révéler des années de mensonges, pour briser des liens, pour transformer une vie entière en un champ de ruines. La fragilité de nos vies, de nos amours, de nos certitudes est plus grande que nous ne voulons l'admettre. Nous marchons tous sur des ponts de verre au-dessus d'abîmes inconnus. Et parfois, le verre se brise, non pas sous nos pas, mais sous les murmures de ceux que nous aimons le plus. Je te remercie d'avoir écouté mon histoire, d'avoir été témoin de cette douleur que je porte. Si tu as déjà ressenti cette déchirure, ce sentiment que le monde s'écroule, ou si tu as des questions, des réflexions sur la confiance, la trahison, ou la reconstruction, laisse un commentaire ci-dessous. Partage tes propres pensées, tes propres expériences. Chaque histoire compte, et nous sommes peut-être plus nombreux à avoir traversé des épreuves similaires que nous ne le pensons. Abonne-toi à la chaîne si tu souhaites suivre d'autres récits de vie, d'autres voyages à travers les méandres de l'âme humaine. Prends soin de toi, et n'oublie jamais que la vérité, même la plus amère, est toujours un point de départ vers la lumière.